J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit les uns et les autres sur la faiblesse des autorités, de l'autorité qui se défausse lâchement, systématiquement sur d'autres dans ce domaine. Mais il y a un aspect que vous n'avez pas évoqué, j'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus, c'est sur le fait que, à part le problème de l'autorité, il y a toute cette campagne qui est faite, qui est menée par des intellectuels dans les pages débats des hebdos ou des quotidiens. Il y a l'attitude des journalistes et des médias qui vont pour beaucoup dans le sens de l'accommodement, du modèle canadien, etc. Et ça, c'est peut-être un aspect des choses, parce que ces médias, ces journalistes, ces sociologues ont certainement de l'influence sur le corps enseignant, c'est leur public, et je crois que cette influence se manifeste et vient croiser le fait que l'autorité se défausse. Donc il y a un effet de multiplication là. On va prendre plusieurs questions. Bonjour, il y a plusieurs points que je voudrais aborder. D'abord, c'est la révision de la loi de 1905 que prône Elisabeth Chemla. Moi, je pense que ça serait très dangereux. Déjà, en 2005, Machelon, il y a eu le rapport Machelon qui a voulu toucher à la loi de 1905. Et dans le rapport Machelon, c'était que des protestants. C'était donc, si on touche donc des protestants qui veulent avoir la manne qu'a les catholiques, puisque en 1905, les protestants étaient très heureux de la séparation des églises et de l'État, puisque les protestants étaient minoritaires, donc, et comme les juifs. Donc les musulmans, il n'y en avait pas beaucoup, donc ils n'ont pas... Mais c'était la religion catholique qui était religion d'État, avec, comme dans le temps, il y avait les rois qui étaient d'essence divine. Donc là, c'était eux qui possédaient le pouvoir et qui opprimaient les autres. Donc la loi de 1905 a libéré les autres religions qui ont eu droit de cité. Donc ce rapport Machelon, on a pu le repousser. Mais là, si on touche à la loi de 1905, donc à la laïcité, c'est pas que déjà, je ne suis pas du tout d'accord de financer, je trouve que c'est vraiment, on a beaucoup les services publics, il y a des problèmes hôpitaux, écoles, crèches, tous les services publics sont avec la crise économique. Si on se met à financer des établissements religieux, je trouve que là, où trouver l'argent? Ça déjà, c'est ça. Mais aussi, il y a la question éthique. Les religions, Caroline Fourest avait écrit un livre, la laïcité à l'épreuve des religions tir croisé, c'était des trois religions protestants, juifs et catholiques. C'était, eh bien, on met en cause toute l'éthique. Ça sera pour l'avortement, mourir dans la dignité, le droit des femmes. Parce que le voile, monsieur, c'est pas simplement un petit foulard sur la tête qui est joli ou décoratif, mais c'est quand même un signe d'oppression des femmes et d'insujet. Alors voilà, donc là je suis, voilà, pour ce point-là je suis inquiète. Deuxièmement, Madame Chemla, quand vous parliez de Tariq Obrouk, j'ai lu votre livre aussi, moi je suis inquiète quand même. Je trouve que c'est insidieux ce qu'il dit, en disant qu'il a besoin d'argent et qu'il est obligé d'en appeler au Qatar. Mais le halal, c'est bien une taxe, je pense. On l'étend de plus en plus. Pourquoi pas? Pourquoi on ne dirait pas cet argent qui va? Parce que c'est un droit. Moi, j'ai un ami qui travaille à Casino, qui a un très grand poste. Eh bien, Casino verse des taxes énormes
je pense, c'est à la Grande Mosquée actuellement. Oui, c'est eux qui touchent l'argent. Mais cet argent est quelque chose d'énorme. Pourquoi ça ne servirait pas à qu'on change ça et que ça finance les mosquées? Là, ça pourrait être... donc là, je suis... Et je pense à lui, puisque vous dites qu'il est peut-être... il a changé. Je pense à Dounia Bouzar. Voilà. Parce que Dounia Bouzar, elle a écrit un magnifique livre qui paraît, elle a changé, elle essaye de différencier l'islam radical qui est sectaire et l'islam normal. Mais il me semble que c'est un peu ce que dit votre, cet imam, et c'est très très insidieux et je pense très dangereux. Je voudrais avoir l'avis de Souad aussi, d'Alain, parce qu'il me semble que, moi je ne suis pas d'accord quand on dit que Dounia Bouzar a changé et qu'elle est tout à fait maintenant laïque, parce que je l'ai entendu à une émission à la télé l'autre jour, elle avait le mot laïcité, 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 mais laïcité, elle nous le mange et elle le dévoie complètement. Voilà, alors je pense que là c'était les points qui m'avaient... ah oui, et les imams dangereux, naturellement. Actuellement, quand on voit les jeunes enfants qui vont faire le djihad, là, Valls, à juste titre, a renvoyé, je ne sais plus, au Maroc, un imam qui avait disparu. Là, hier, il a pu le renvoyer. Mais c'est vrai que là, le problème des imams qui enseignent dans la langue d'origine, c'est un problème. Mais je pense que ce n'est pas à nous de s'occuper de ça. Voilà. Mais c'est un problème aussi. Voilà. J'ai dit. Hassan Zahraoui. Bon, après, vous passez la parole à Hassan Zahraoui, parce qu'il a demandé... Non, vas-y. Je peux? Vas-y, bien sûr. Oui, bonjour. Donc moi, je m'inscris... je m'excuse d'être un petit peu brutal, mais je m'inscris en faux contre cette démarche de Madame Chemla qui consiste finalement à raisonner en termes d'accommodement raisonnable. C'est-à-dire qu'à un certain moment, elle a dit il est aujourd'hui très difficile de faire la distinction entre islam et islamisme. Ce sur quoi je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est évident que malheureusement, l'islam est l'otage de l'islamisme. C'est vrai que de temps à autre, on peut rencontrer des imams intéressants, mais à partir du moment où la tendance lourde est à l'islamisme, il me semble très très difficile de vouloir contenir, si vous voulez, l'islamisme. Moi, il me semble aujourd'hui que la démarche la plus pertinente, c'est de raisonner en termes de laïcité. Et là, malheureusement, je ne vous ai pas entendu parler tellement de laïcité, à tel point que vous proposez de revenir sur la question de 1905. Moi, personnellement, je préfère la démarche d'Alain, qui est beaucoup plus dans la vision de combat, parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable combat qu'il faut livrer. Et ce que je voudrais dire, fondamentalement, c'est que comme l'ont dit donc des gens ici, c'est que l'islamisme est bien implanté aujourd'hui en France. Et ce sont les hommes politiques qui l'ont implanté. C'est-à-dire que je trouve aujourd'hui tout à fait normal que de jeunes Gaulois se donnent carrément au djihad parce que leur président est parti précisément faire du djihad en Syrie. C'est Hollande, je crois, qui a montré l'exemple en finançant et en prônant précisément, comme son collègue Sarkozy, qui a contribué donc à casser la Libye. Et donc, si vous voulez, ce sont ces exemples-là qui font qu'aujourd'hui, on ne raisonne plus en termes de combat, mais on est, comme vous, Madame Chemla, c'est-à-dire que je ne comprends pas, vous dites, c'est-à-dire, vous êtes dans le fatalisme le plus total,
à telle enseigne que vous considérez qu'on ne pourrait pas se passer du Qatar, on ne pourrait pas se passer de l'Arabie Saoudite, et j'en passe. Je trouve anormal, je trouve parfaitement anormal de dire qu'aujourd'hui en France, on peut évidemment s'inscrire dans une démarche politique, dans une démarche économique, de telle façon à dire qu'il n'est pas question, par exemple aujourd'hui je sais qu'il y a 50 millions de dollars qui sont prévus pour la Seine-Saint-Denis. Je trouve ça scandaleux parce que on demande aux pyromanes finalement de venir calmer les banlieues françaises. Et ça c'est parfaitement inadmissible. Et donc voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire, Madame Chemla. Je suis vraiment c'est-à-dire je ne peux pas être d'accord avec votre discours qui est complètement défaitiste. Hassan Zahraoui, là. Hassan Zahraoui. Bonsoir à tous. J'allais me mettre en désaccord avec Madame Chemla, mais après ce que j'ai entendu, je crois que je vais me mettre d'accord avec elle. Franchement, parce qu'au départ, la première des questions qui est posée, c'est pourquoi cette montée de l'islamisme politique en France? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? C'est la question fondamentale. Et Areski Metref a parlé de la question sociale. Si vous permettez, moi comme étant spécialiste des questions de migration, j'ai consacré toutes mes recherches au CNRS pratiquement, en travaillant aussi sur les discriminations, sur la diversité, etc. Je pense que là, on n'a pas anticipé les transformations qui allaient avoir lieu concernant l'immigration. On l'a vécu cette immigration comme étant temporaire, comme étant provisoire, et à un moment donné, ça bascule. Et quand ça bascule, Madame Chemla, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'on se réfugie derrière la victimisation. Ils étaient vraiment des victimes, et ils sont des victimes, mais jouer sur la victimisation est une autre histoire. Voilà. Donc on n'a pas anticipé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, regardez la question sociale dont Areski Metref a parlé. Pourquoi des jeunes socialisés en France, nés en France, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des parents? Qu'est-ce qui s'est passé dans les transmissions intergénérationnelles? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'éducation nationale? Plutôt que, moi, je suis bien entendu un partisan comme vous, convaincu de la laïcité, encore que la laïcité, c'est quelque chose qui est mal enseigné, qui est mal comprise par ces générations, qui est mal comprise par les musulmans. Moi, je suis d'accord, fondamentalement, pour qu'on distingue effectivement islam et islamisme. Si on ne distingue pas cela, alors on fait une croisade. Alors allons-y pour la croisade anti-islam. Moi, je sais que l'écrasante majorité des musulmans sont loin d'être des fondamentalistes. Ceci dit, le fondamentalisme, il doit trouver des réponses politiques. C'est une manipulation, comme dirait Max Weber, des biens du salut, à des besoins politiques et idéologiques, et les réponses doivent être politiques et idéologiques. Mais la question, moi, obsessionnelle que j'ai, je me dis, mais voilà des jeunes qui, un jour ou l'autre, arrivent à l'extrême. C'est-à-dire, je ne parle pas de Mera parce que mais c'est tragique, c'est condamnable, c'est exceptionnel, mais bien en dessous de Mera. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que, quelque part, ces jeunes ne connaissent rien à l'islam quand ils se laissent aller vers l'islam fondamentaliste. C'est que l'islam fondamentaliste trouve un terreau. C'est-à-dire ce terreau, il est avant tout social, il est culturel aussi, parce qu'il y a eu les parents qui n'ont pas transmis, ils n'ont rien su transmettre à leurs enfants de ce qu'est la religion musulmane. Et puis je maintiens qu'il y a une méconnaissance profonde de l'islam dans ce pays, et même des autres religions. Moi je suis pour l'enseignement des religions à l'école. C'est pas... on peut être contre, mais parce que qu'est-ce qui conduit à l'impasse dans laquelle on se trouve
pour ce qui est de l'islamisme politique et qui monte, c'est vrai, et qui impose, qui veut en imposer. Mais je peux vous dire que si vous partez, toute solution qui part de l'injonction de tu dois faire comme ceci, parce que la laïcité est décrétée. Et c'est pour ça que je suis sensible à ce que dit Alain. La laïcité doit être expliquée, doit être... il y a quelque chose qui relève de la pédagogie, qui est fondamental pour faire respecter le principe de laïcité dans les établissements scolaires et dans la société globale. Et la laïcité ne doit pas être perçue comme l'ennemi de la religion, mais comme quelque chose qui sépare le pouvoir religieux du pouvoir politique et qui sépare et qui l'État ne le finance pas, les cultes, etc. Mais c'est une reconnaissance. Il faut qu'on arrive à faire admettre à ces générations, à ces jeunes. Donc l'école aussi a un rôle fondamental à jouer. C'est-à-dire que si on apprend à ces jeunes, dès le début, moi je suis pour l'enseignement également de la laïcité, et très fortement, c'est-à-dire qu'on doit soumettre les élèves à examen, eh bien cette laïcité, pour qu'elle soit respectée, il faut qu'elle soit enseignée, il faut qu'elle soit comprise, il faut qu'on passe par la pédagogie. Si vous vous mettez à la place d'une mère ou d'un père qui vivent à tort ou à raison des questions de discrimination, des questions de rejet, des questions de je te pointe du doigt, et on dit mon modèle est le meilleur, je vais te l'imposer, tu vas t'y inscrire, moi je pense qu'on ne va pas y arriver. On ne peut arriver que d'une part en allant vers la connaissance plus importante du fait religieux et de la religion, et de dire islam et islamisme, pour moi, il y a une distinction, il n'y a pas de raison, parce que connaissant bien ces populations, enfin, ayant voyagé et en faisant partie structurelle, je peux vous dire que ces populations, la grande majorité ne partagent pas. Pourquoi? Dans les institutions, quand il s'agit de représentants d'associations qui sont plutôt laïques, disons le mot, qui sont plutôt laïques, elles ont moins de crédibilité au niveau des médias, au niveau des institutions de la République, que les associations religieuses. Alors, l'OEF est invitée à l'intérieur, elle est dans les débats. C'est comme si on cherchait à tout prix à montrer que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il que la majorité silencieuse, cette majorité silencieuse à laquelle je pense il faut... Oui, voilà, j'abrège. La majorité silencieuse, on ne lui donne pas suffisamment la parole. Et je maintiens que on peut faire quelque chose encore, mais je suis aussi pessimiste comme vous, mais on peut encore faire quelque chose pour sauver au moins ce que l'on peut sauver. Parce que là, il y a des phénomènes, il faut resituer les choses globalement. Il y a une crise profonde de la société française, mais une crise à l'échelle mondiale. Ce qu'on appelle la crise du sens, la crise du valeur et la crise identitaire. Et je pense que la crise identitaire joue un rôle important pour ces générations qui vont vers le fondamentalisme. On l'a oublié, il y a la question sociale qui est fondamentale, la question identitaire. Et le voile n'est pas toujours, contrairement à ce que disait Madame, n'est pas toujours, il est un symbole vu de l'extérieur d'aliénation de la femme, mais quand des jeunes femmes universitaires, pour des raisons de la foi, le portent, je ne pense pas que ce soit un emblème d'aliénation. En revanche, effectivement, dans les institutions de la République, dans les lieux où la laïcité doit primer, il faut absolument qu'elle soit convoquée, invitée, pratiquée, mais préalablement, le dialogue est fondamental. Dialogue et pédagogie, reconnaissance aussi de l'autre, parce qu'il y a un problème de méconnaissance et de reconnaissance. Voilà, merci. Merci. Je vais donner la parole à Elisabeth Chemla parce qu'elle va partir. Hein, elle avait exigé de pouvoir partir à 9h. Non, expliquer. J'avais fait de la pédagogie là-dessus. Non, mais on était d'accord. De toute façon. Mais t'as le droit d'exiger, après tout. Oui. J'en profite, juste une question au passage. Lorsque l'islam, la religion musulmane est l'otage des islamistes, on connaît un bout, mais quand la laïcité est l'otage de l'extrême droite, bloc identitaire et d'autres, quelle réponse politique et idéologique à donner?
Elisabeth va répondre en tout cas aux questions qui la concernent ou l'intéressent. Puis on continuera un peu le débat avec Alain un petit quart d'heure après. Alors tu as tout faux déjà. Hein. Oui, j'ai entendu ça. Oui, c'est gentil à vous, mais je vais me défendre moi-même. Non, c'est des plaisanteries de mauvais goût. Oui, non, mais je sais bien. C'est bien, c'est un homme qui parle à la place d'une femme, non. Bah, à vrai dire, je ne sais pas trop quoi répondre, parce que... Ou bien je ne parle plus du tout, je ne maîtrise plus du tout ma langue maternelle, c'est-à-dire le français, ou bien je suis très très fatiguée ce soir, mais en tous les cas, manifestement, je n'ai pas été du tout compris par certains. Et après, quelque chose qui doit ressembler à 40 ans de combat contre l'islamisme, avec, je crois, plus d'audace, à tout point de vue, que beaucoup de gens. Je dois dire que d'entendre expliquer que je suis, comment vous avez dit là, accommodement raisonnable. Bon. Je crois que j'ai pas envie de polémiquer là-dessus parce que ça n'offre pas grand intérêt. Je ne sortirai pas de cette chose que j'estime absolument fondamentale et que manifestement vous ne voulez pas voir. L'islam français est aujourd'hui dans les mains du wahhabisme. La réislamisation de ce qu'on appelle les musulmans et l'islamisation des Français qui ne sont pas musulmans, elle se fait à l'ombre du pouvoir politique, à l'ombre des pouvoirs régionaux, à l'ombre de tous les responsables en tout genre. Elle se fait de la façon la plus fondamentalement intégriste et elle est financée par là. Tant que vous n'accepterez pas de répondre à la question comment fait-on pour éradiquer, j'aime bien le terme éradiquer, moi qui suis très molle, comment fait-on pour éradiquer le financement wahhabite ou turc de la France? Vous êtes en train, tout simplement, vous, d'être dans la cécité la plus totale. Et madame, je suis désolée de vous dire... Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien sûr que c'est à nous de le faire. C'est en tous les cas, c'est à nous en tant que nation, puisque nous sommes sur un problème français. Alors, je comprends que vous... Alors très bien. Moi, j'accepte parfaitement. Je vais donc vous poser la question, et je vais même prendre 5 minutes de plus. Donc, comment faites-vous? Comment faites-vous, madame, pour en finir avec le financement étranger de l'islam français? Eh bien, par exemple, je crois que c'est en Suède ou en Norvège, je donne l'exemple pour les mosquées. Je ne sais plus si c'est la Suède ou la Norvège, l'Arabie Saoudite voulait construire une mosquée dans une ville. Tu te souviens, Alain, suédoise ou norvégienne? Et le maire de la ville a répondu à l'ambassade d'Arabie Saoudite, est-ce qu'en Arabie Saoudite, on a le droit de construire une église? Non. Eh bien, vous n'avez pas le droit de construire une mosquée. Donc, point. On n'a pas à faire des mosquées. Je crois que les musulmans, je suis athée, donc je ne fais pas d'exégèse sur le Coran, mais je crois qu'on peut prier chez soi. On peut prier, on n'est pas obligé d'aller en mosquée. En Algérie, quand en France, dans le 18e, on priait dans les rues, en Algérie, c'était interdit de prier dans les rues, parce qu'on disait, vous pouvez prier chez vous, votre foi est à l'intérieur. Et il y a des musulmans, j'ai entendu des musulmans qui disent, ma foi n'est pas sur ma tête, elle est dans mon cœur, et donc j'ai pas besoin d'aller dans les mosquées. Donc ça, c'est un faux problème. C'est justement, la mosquée, c'est pas nécessaire, c'est pas à nous, l'État est laïque, on n'a pas financé les établissements religieux. C'est tout. Et même, on devrait supprimer pour les catholiques, et surtout en Alsace-Moselle, et en Guyane, et dans les dom-toms. Voilà. Ça relève du vœu pieux, votre affaire. Hein. C'est non, mieux. Non, pas pieux, pas pieux. Vieux laïque.
le laïc. Non, le... L'affaire est profondément politique. Bon, C'est très politique. Politique. Laissons Alain s'exprimer. Laissons Alain, c'est le droit de la sagesse. marrant. Donc on va remercier Elisabeth. Je veux dire après elle qu'elle nous a appris beaucoup de choses, et s'il y a, puisque Jacques Duberson tout à l'heure parlait des médias, s'il y a une journaliste en France ces 30 et dernières années qui s'est montrée particulièrement courageuse et clairvoyante sur ces questions, c'est bien Elisabeth Chemla. Donc on peut, le cas échéant, avoir des désaccords avec elle, mais ça justifie en aucun cas de rejeter, de refuser d'entendre ce qu'elle dit, parce qu'elle pose des vrais problèmes. Moi, j'ai pas forcément exactement les mêmes réponses que toi aux problèmes que tu poses, mais c'est des problèmes réels, celui du financement. Moi, je crois qu'il y a une chose qu'on doit pouvoir dire aussi avec pédagogie, c'est qu'il faut compter avec le temps. On n'est pas obligé de voir des mosquées s'ériger tous les matins aux quatre coins de la France. Vous savez, au moment où il y avait les prières de rue dans le 18e arrondissement, qu'est-ce qu'on entendait? On est bien obligé de prier dans la rue puisqu'on n'a pas de lieu de culte, il nous en manque. Il y avait le recteur de la mosquée de Paris, la Dalil Boubaker, qui leur disait « Mais venez à la mosquée de Paris, il y a de la place, on peut même faire 2 offices, on peut louer des cars pour vous faire venir du 18e. » Non, il voulait montrer dans la rue, il voulait faire l'épreuve de force. À notre petit niveau, au Conseil à l'intégration, voilà, à notre petit niveau, au Conseil à l'intégration, on a rédigé des recommandations sur l'expression religieuse dans les espaces publics de la République. C'était redondant, mais on l'avait voulu, la redondance. Et on a donné ça aussi au Premier ministre. La première des recommandations, c'était d'installer effectivement l'Observatoire de la laïcité. On a voulu nous opposer, mais c'était la première de nos recommandations. Et puis, une des recommandations portait sur les prières de rue. On en demandait l'interdiction. C'était en mars 2010. Là aussi, on a eu un haussement d'épaule. Et il a fallu que l'extrême droite, Marine Le Pen, pose le problème pour que tout d'un coup, on trouve une solution à Paris. Alors là, tout le monde s'y est mis. La ville de Paris, l'État, on a trouvé une caserne désaffectée, boulevard McDonald, ou je ne sais plus où, dans le 18e, qui a été transformée en lieu de culte. Des associations cultuelles musulmanes ont été associées à la recherche, ont accepté cette solution. Mais lorsque nous avons posé le problème, c'est pour ça, c'est ce dont parlait tout à l'heure Elisabeth Chemla, c'est très juste, cette prise de conscience, elle disait trop tardive. C'est toujours tardif. Mais pendant le temps où on ne prend pas conscience, pendant le temps où on ne propose pas de solution, eh bien, la nature a horreur du vide, l'espace est occupé par les extrêmes. On a les islamistes et l'extrême droite, voilà, et on a fait le cadeau de la laïcité à l'extrême droite, on l'a laissé occuper le terrain, qui lui était totalement étranger. Par sa nature même, on sait très bien que l'extrême droite était proche des milieux intégristes catholiques, enfin c'était une notoriété publique, ils n'ont jamais été laïcs, ils étaient proches de PIDIS, qui rompaient les relations diplomatiques avec la France, ça oui, mais c'était pas des militants de la laïcité. Alors, je voudrais reprendre 2-3 questions qui ont été posées. Le rôle des médias dans la confusion actuelle, tu as eu raison Jacques de le pointer. Comment ? Oui, tu as eu raison de le pointer, le rôle des médias, parce que c'est vrai qu'on a affaire... il y a quelques années encore, en 2007, nous pouvions publier ensemble Laïcité, l'école et les enfants d'abord, c'est le 10 décembre 2007, c'était un texte justement qui portait sur la question de l'accompagnement scolaire en réaction à la HALD. Nous avions été plusieurs associations, organisations à signer, syndicats, enseignants, etc. À Libération aujourd'hui, en tous les cas personnellement, je n'arrive plus à me faire entendre et j'ai été vilipendé comme un affreux Jojo, un laïcard insultant, islamophobe, etc. L'été dernier, après la fuite qui a été organisée dans le monde, de l'avis que nous avions, non pas public, nous avions rédigé, nous comptions le publier en décembre, dernier, sur la laïcité dans l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu là-dessus? Dans Libération, c'est Le Monde qui a organisé la fuite, mais qui a eu l'honnêteté dans un éditorial qui a suivi l'annonce de notre avis, de dire qu'on posait de vraies questions dans cet avis, c'est génial, ils mettent
un titre sensationnaliste, un rapport du Haut Conseil à l'intégration veut interdire le voile à l'université, grand titre, manchette. Et le lendemain, dans un éditorial, au-delà de la proposition controversée d'une loi interdisant les signes religieux, il faut bien reconnaître que l'avis du HI pose de vraies questions auxquelles le gouvernement serait bien avisé de répondre. Bon, bref. Donc le rôle des médias, oui, tu as bien fait de le souligner, est important. Nicole, tu disais tout à l'heure que tu étais sceptique sur Tarek Oubrou et Denia Bouzard. Je peux partager en partie ton scepticisme, parce que, par exemple, dans la grande double page que Le Monde avait consacrée à la laïcité dans l'enseignement supérieur, il y avait un texte de Tarek Oubrou, qui est extrêmement intéressant, qui corrobore tout à fait ce qu'on avait dit dans notre avis pendant toute une partie. Et puis après, ça s'inverse. C'est-à-dire, il commence par dire, il fustige le voile et celles qui veulent porter le voile à l'école, à l'université. Il le dit. Il dit, on n'est pas obligé de se présenter, etc. Et il dit, il y a une recommandation dont on serait beaucoup plus avisé de la suivre, c'est celle qui consiste à demander aux hommes de porter la barbe. Ça, c'est une vraie recommandation, il dit, par exemple, dans le même texte. Bon, c'est un peu curieux. Reste que lui, comme Dounia Bouzard, j'ose le dire. Moi, je le dirais aussi. Comment? J'ai mon avis aussi. Eh ben oui, sans doute. Et je la connais depuis longtemps, on est en désaccord sur plein de points, elle a tendance à m'agacer par moments, enfin tout ce que vous voulez. N'empêche que je reconnais que ce sont des personnes qui ont évolué et qui sont certainement capables encore d'évolution. Au sein de l'Observatoire de la laïcité, où elle a été admise au contraire de moi, on s'aperçoit, disons qu'elle est capable d'évolution aussi au contact des autres, en se frottant aux autres. En particulier avec mon ami Abdelour Bidar, qui fait partie de l'Observatoire, ou notre ami Patrick Kessel aussi, qui eux-mêmes étaient un peu catastrophés au départ quand elle est arrivée. Moi je leur avais dit, avec Dounia Bouzard, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, quelquefois, et le fait est qu'il y a des évolutions dans ces récents textes, etc. Je ne suis pas là pour la défendre spécialement, je dis que, bon, ben voilà, de toute façon, on fait aussi avec les gens tels qu'ils sont, on peut opposer, on peut être en désaccord sur certains points et en accord avec d'autres, c'est ça que je veux dire. Et c'est le cas avec Tarek Oubrou. On peut être en accord sur certains points, en désaccord avec d'autres, il faut taire ni l'un ni l'autre, ni les uns ni les autres. Laïcité mal comprise. Hassen Zeraoui, je suis content de revoir ce soir, laïcité mal comprise, il faut l'expliquer, il faut faire une pédagogie de la laïcité. C'est précisément le titre de l'ouvrage que nous avons publié au Conseil de l'intégration avec le concours du ministère de l'Éducation nationale, enfin, c'est nous qui l'avons intégralement et rédigé et financé, avec Abdelour Bidar, qui fait donc partie de l'Observatoire de la laïcité maintenant, avec une préface de Vincent Payon, pour une pédagogie de la laïcité. Je vous le recommande, c'est téléchargeable, vous allez sur le site du ministère de l'Éducation nationale, vous trouvez pour une pédagogie de la laïcité, ça date d'à peine plus d'1 an. Et ce que nous disons notamment là, c'est que, c'est devenu une formule maintenant, tous les recteurs la reprennent, bon je ne l'ai pas ici, mais enfin je la connais par cœur, seule une laïcité bien transmise peut être une laïcité bien comprise. Voilà, alors là, tous les recteurs, quand ils mettent la charte de la laïcité à l'école en valeur, bon, je le dirais à Elisabeth, je l'ai trouvé un peu sévère sur la charte de la laïcité à l'école, parce que c'est quand même une bonne action, quoi. Il ne faut pas faire comme si... Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu un ministre s'emparer du thème de la laïcité, faire travailler les équipes là-dessus, produire un document qui maintenant est affiché partout. Ça ne suffit pas d'afficher, c'est évident, sinon ça reste des vœux pieux, on est bien d'accord. Mais il y a tout un programme de formation qui doit aller avec. Sur le site Eduscol du ministère, il y a des documents d'accompagnement de cette charte où les articles sont explicités l'un après l'autre, et c'est très intéressant comme exercice à faire, parce que c'est pas toujours facile de dire en mots simples, d'expliquer en mots simples tel ou tel article de la loi, par exemple, qui sont reprises dans la charte de la laïcité. Il y a des sessions de formation qui sont prévues, il y a des documents vidéo, personnellement, j'ai eu l'occasion de participer à cela, ces documents vidéo qui doivent tourner dans les futures écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Bon, c'est quand même une action qu'il faut saluer, à mon avis. Elle a ses limites comme toute action, très certainement, ça ne suffit pas d'afficher, mais c'est quand même une action qui vaut le coup. Alors oui, il faut l'expliquer,
Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que le dialogue, donc ça sert à, c'est une lapalissade de dire que j'en suis partisan, mais on passe notre temps dans les établissements scolaires, on passe notre temps à dialoguer, à parler avec les uns et les autres. Mais le dialogue sans la conviction, sans la fermeté sur les principes, c'est rien, c'est la porte ouverte à l'acceptation de toute demande dès qu'elle se présente, y compris les plus farfelues. Alors, les associations laïques ont moins la parole, notamment dans les médias que d'autres, mais ça c'est une évidence. Et nous payons aussi cela. En 1989, révolution de 89, on a parlé, chacun se souvient du texte « Prof, ne capitulons pas », il est paru le 27 octobre 89 dans le Nouvel Observateur. Je pense qu'aujourd'hui il ne passerait plus dans le Nouvel Observateur d'ailleurs. Le Nouvel Observateur ne publierait pas. Il publierait Claude Askolovitch, mais il ne publierait pas Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, Catherine Kinsler. Prof, ne capitulons pas. On a mis, non, attends, on a mis 15 ans avant de leur donner raison. Hein, réaction, prise de conscience trop tardive, disait Elisabeth. 15 ans, parce qu'on leur a donné raison avec la loi du 15 mars 2004. C'est rien d'autre que cela, on leur a donné raison. Bon, dans ce même numéro, il y avait un texte dont on n'a plus entendu parler après, plus jamais parlé, aucun média ne s'en est emparé. Un texte d'intellectuels originaires d'une terre d'islam, comme ils se nommaient eux-mêmes, emmené par Mohamed Harbi. Ici, tout le monde connaît Mohamed Harbi. Je vais citer les noms. Tu veux les citer, tu les prononceras peut-être mieux que moi. Là, alors, tous les noms. Il y avait Mohamed Harbi, Aylam Mana, Houmanatesh, Nasser Pakdaman, Mustafa Mershawi, Fouzia Kouslan, Bahban Nirumand. Et ne laissons pas la parole aux fanatiques qui étaient passés dans le Nouvel Observateur de novembre 89. Voilà. Et ce texte était un petit appel, si c'était quelques lignes, hein. Je vous en lis un extrait simplement. La question du voile se pose aujourd'hui moins comme un problème religieux que comme un problème social et politique. Hassan. Celui du statut des femmes de croyance musulmane dans une société laïque. Nous sommes convaincus que la société française ne saurait s'ouvrir sans réticence à des populations de tradition islamique que si ses acquis fondamentaux ne sont pas remis en question. La laïcité est un de ces acquis, elle est une arme donnée aux adversaires des ghettos, un moyen offert à celles et à ceux qui veulent s'arracher au poids des traditions qui violent des jeunes consciences. En concédant le port du voile aux intégristes, on confère à la partie la plus rétrograde de la communauté le rôle de représentant, on met les forces laïques, dont les femmes sont la composante la plus conséquente, dans une situation difficile. Or, ces forces sont les seules porteuses d'une tradition d'ouverture à l'autre et de tolérance. Voilà. Et ceux qui ont écrit ce texte, on ne les a plus jamais entendus. Ils n'étaient jamais invités sur les plateaux de télévision. Pendant 15 ans, on a invité Tarek Ramadan et les compagnies, voilà, et ceux-là, jamais on les a entendus. Pourtant, tout est là, hein, dans ce texte. Tout est là. Hein. On suivait ça. Bon, ben, je crois que j'ai à peu près... Ah non, sur l'accompagnement scolaire, tu voulais que je revienne? C'est ça? Non, parce que on n'a pas répondu à tout. Ah bon, alors parce qu'il y a une chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, parce que cette question de la majorité silencieuse, parce que Tariq Oubrou est en train d'expliquer qu'il est en train de créer, nous disait Elisabeth Chemla, donc le statut du minoritaire. Mais nous, on aimerait bien arriver au statut de la majorité silencieuse, que l'on entende enfin sur toutes ces questions-là. Parce que il est quand même incroyable qu'on ne nous donne jamais la parole, qu'on ne nous écoute jamais, et qu'aujourd'hui, je l'ai dit hein, au cours du débat à Elisabeth Chemla, que l'histoire de rouvrir la boîte de Pandore sur le financement des mosquées en France et du financement du culte, c'est vraiment mettre tout le monde dans cette boîte de Pandore et tout le monde va s'y glisser. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est qu'on a le droit de se poser la question du financement. Mais aujourd'hui, comme tu le dis si bien, Alain, on est quand même avec 2400 mosquées ou lieux de culte qui existent, 100 qui sont encore en construction, donc on est à 2500 lieux de culte à travers tout le territoire français. Je pense qu'il y en a suffisamment et que moi, à la place de ces financements de lieux de culte, j'aimerais se voir ouvrir des MJC, j'aimerais se voir s'ouvrir des associations culturelles, des crèches, ouvrir des lieux réels de culture, et même si on me parle de culture islamique qui ne soit pas cultuelle,
et que si on doit ouvrir aussi des écoles pour apprendre l'arabe, que ce soit l'apprentissage de l'arabe, comme on apprend l'apprentissage de l'anglais, de l'allemand, etc., à travers des valeurs culturelles qui ne soient pas cultuelles. Et ça, je pense qu'il est temps que c'est vrai que cette majorité silencieuse reprenne les règles, parce que je pense que c'est notre devoir de citoyens et de citoyennes, mais il faudrait que nos amis de gauche, qui peuvent nous permettre de faire intrusion dans les médias, qui peuvent nous permettre de faire intrusion partout où nous pourrions être et qu'on entende notre voix, se décident à le faire parce que je pense qu'ils ont les canaux et les connaissances pour permettre que l'on entende enfin ce son de cloche de ces laïcs nés musulmans mais qui ne veulent pas être enfermés, comme le dit Amin Malouf, dans cette identité meurtrière. Voilà, ça sera mon mot de la conclusion. Et Alain, tu avais terminé ton livre avec quelque chose, moi, qui m'a fait rire. C'est parce que tu as dit une nouvelle perspective à ne pas manquer avec l'Observatoire de la laïcité. Quand je vois la cacophonie qui s'installe déjà au sein de cet observatoire, j'ai tout lieu de m'inquiéter. Oui, je termine en évoquant l'Observatoire de la laïcité, une nouvelle perspective à ne pas manquer, mais j'ajoute dans la même phrase, à condition de ne pas considérer que cet observatoire a été créé pour un problème qui n'existe pas, puisque la première déclaration de Jean-Louis Bianco, président de cet observatoire, a consisté à dire que la France ne connaissait pas de problème de laïcité. Donc si on crée un observatoire pour un problème qui n'existe pas, effectivement... voilà. Bon, moi je voudrais terminer sur non pas sur une note optimiste, mais je voulais compléter la réflexion sur le pessimisme, parce que j'ai dit que d'une heure sur l'autre ça pouvait varier. Moi il y a longtemps que j'ai fait mienne une phrase de Scott Fitzgerald, c'est dans La Fêlure, c'est un des personnages qui dit à un moment donné, on doit pouvoir concevoir que le monde est sans espoir et être cependant décidé à le changer. Merci Alain, merci Elisabeth, merci Souad. Mercredi 5 mars, on restera un peu dans le même sujet, puisque on va recevoir Derib Berkani, qui a écrit un roman qui s'appelle Les Mangeurs de Carême. Suivez mon regard. C'est quand? C'est le 5 mars. Et le 12 mars, nous recevons Nordine Sadi pour un livre sur Houria Aichi, la dame de Lorès. Voilà, donc je vous invite à revenir si vous avez envie. Et le débat sur la laïcité, évidemment, ne s'arrête pas là, puisque c'est une question peut-être qui est encore devant nous, qui est dans le concret aujourd'hui, qui est dans le concret, dans chaque instant maintenant de la vie sociale. Et voilà, donc je vous invite à lire les 2 livres que nous vous avons proposés ce soir, qui aident à alimenter cette réflexion. Merci encore.